Un minuscule chiot blanc gisait gelant dans la neige, rejeté par sa mère et laissé mourir dans un blizzard brutal. Nature avait décidé qu'il ne survivrait pas la nuit. Mais un marine avec un cœur brisé regardait depuis les ombres et il décida que certains ordres sont destinés à être brisés. Il réchauffa le chiot mourant contre sa propre peau, allumant un lien qui éventuellement les sauverait tous deux. Ce qui arrive ensuite apportera des larmes à vos yeux et prouvera que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Avant nous commençons, dites-moi d'où vous regardez. Déposez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez que personne ne devrait être laissé derrière dans le froid, frappez ce bouton s'abonner, parce que cette histoire pourrait juste restaurer votre foi dans les miracles. Le ciel gris au-dessus de Portland pendait bas et lourd, une toile meurtrie s'étirant serrée à travers l'horizon. C'était ce silence particulier, suffocant qui toujours vient avant le monde décide de se déchirer. L'air sentait le sel et de la neige imminente. Une saveur métallique âpre qui siégeait à l'arrière de la gorge. Les météorologues l'appelaient un nor'easter historique. Une tempête monstre se préparant au large de l'Atlantique qui promettait d'enterrer la côte du Maine sous 2 pieds de glace et des conditions de voile blanc. Mais pour les résidents de cette ville de crâne, c'était juste un autre mardi en février, une autre bataille contre les éléments. À l'intérieur du petit bureau courant d'air de Hope Watch Animal Rescue, la température n'était pas beaucoup meilleure qu'à l'extérieur. Marcus Reno Vance était assis derrière un bureau qui ressemblait, il avait survécu à une explosion de bombes, fixant une pile de factures de services publics en retard. Il frotta son visage avec une main de la taille d'un gant de receveur, le frottement sonnant comme du papier de verre contre étoile, Marcus Reno Vance, un homme imposant de 45 ans avec de larges épaules qui semblait en permanence tendu pour l'impact. Il avait des cheveux courts coupés militaires grisonnants et un visage cartographié de lignes profondes, des cicatrices d'une guerre qui avait fini des années auparavant sur papier, mais jamais tout à fait fini dans sa tête. Il n'avait pas dormi bien. Il jamais le fit. Le cauchemar était venu encore la nuit dernière. La chaleur, le sul, le son d'un rotor d'hélicoptère échouant, le silence qui suivit. Il s'était réveillé haletant, ses draps trempés de sueur froide, l'odeur fantôme d'huile brûlée remplissant son petit appartement au-dessus des chenilles. « Arrête de les fixer, Marcus. Elles ne se paieront pas elles-mêmes. » Une voix coupa à travers son brouillard. Sarah entra portant 2 tasses de café qui fumaient agressivement dans la pièce froide. Elle en posa une sur un dessous de verre qui était en fait juste un vieux collier de chien. Sarah, la comptable du refuge et coordinatrice des bénévoles. Elle était une femme dans ses 50 ans, avec des cheveux bruns courts pratiques et des yeux gentils qui étaient constamment plissés d'inquiétude. Elle portait 3 couches de pull et se déplaçait avec une efficacité sans chichi qui maintenait le chaos du refuge à distance. « Nous avons assez pour la chaleur ou la nourriture pour chiens pour la semaine prochaine, » Sarah dit, sa voix douce mais ferme. « Pas les deux. » Et le propriétaire appela encore. « Il n'achète plus le chèque comme dans l'histoire du courrier, Rhino. » Marcus prit le café, enroulant ses grands doigts autour de la chaleur. « Nous allons le comprendre, Sarah. Nous toujours le faisons. Pas cette fois, » elle soupira, tirant une chaise. « Nous sommes à capacité, 40 chiens, 12 shots et maintenant cette tempête. Si nous perdons le courant, nous perdons les lampes chauffantes. Si nous perdons les lampes chauffantes. » Elle ne finit pas la phrase. Elle n'avait pas à. « Marcus, tu as besoin d'arrêter de prendre des appels. Nous ne pouvons pas les sauver tous. Si tu amènes une bouche de plus à nourrir, nous plions. » C'est les maths. Marcus regarda au loin hors de la fenêtre givrée où les premiers flocons de neige commençaient à dériver. Paresseux et trompeur, il savait elle avait raison. La logique était l'arme de Sarah. L'espoir était son bouclier. Mais son bouclier était battu, cabossé et échouant. Alors le téléphone sonna. C'était une vieille sonnerie de style rotatif qui secoua le silence. Sarah le regarda comme si c'était une bombe. Marcus le regarda comme si c'était une bouée de sauvetage.
Ne le fais pas, Sarah murmura. Marcus le prit. Espoir veille. Vance parle. La voix à l'autre bout crépitait, se brisant sur la statique de la tempête entrante. C'était un garde de sécurité de l'ancien chantier naval abandonné près du quai. Monsieur Vance, c'est lourd ici. Je faisais un contrôle de périmètre avant la tempête frappe. J'ai vu quelque chose sous l'ancien trou de ce chalutier rouillé près du quai 4. C'est une errante, une grande bergère. Elle a l'air mal. Je pense qu'elle met bas. Elle a des chiots juste sur le béton gelé. Marcus sentit une oppression dans sa poitrine. Cette traction familière qui ignorait toute logique était abritée. À peine le garde tout ça. Le vent fouette juste de l'eau. Il va faire 10 sous 0 ce soir avec le facteur éolien. Ils ne passeront pas la nuit, Vance. Pas les petits. Marcus raccrocha le téléphone. Il ne regarda pas Sarah. Il ne pouvait pas. Il se leva, attrapant son lourd manteau de toile, une vieille veste de terrain de séjour dans le corps, olive terne délavée avec les patchs retirés, mais la forme d'œuf encore visible dans le tissu. Marcus, la voix de Sarah était suppliante maintenant. « S'il te plaît, nous n'avons pas l'argent pour les factures de vétérinaire. Nous n'avons pas l'espace. C'est une mère et des chiots, Marcus dit, sa voix basse, comme du gravier grinçant ensemble. Exposez Doc 4, laissez le contrôle des animaux le gérer. C'est le travail de Harkins. Harkins débauche à 5. Il ne sortira pas dans un nor'easter pour un errant. Il les laissera geler et ramassera les corps le matin. Marcus remonta la fermeture éclair de sa veste. Leçon finale et aiguë. Je ne les laisse pas derrière. Sarah le regarda partir, la frustration guerréant avec l'admiration dans ses yeux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter un homme qui essaie de dépasser ses propres fantômes en chassant le salut pour quelqu'un d'autre. Le trajet jusqu'au chantier naval était une bataille. Le camion de Marcus, un ancien Ford qu'il appelait la bête, frissonna contre les vents de force coups de vent. La neige tombait plus fort maintenant, des nappes horizontales de blanc qui aveuglaient le pare-brise. Les essuie-glaces claquaient d'avant en arrière, un rythme frénétique contre la vitre. Portland disparaissait. Les pittoresques bâtiments en briques et le phare sur la pointe furent avalés par le vide blanc. Il se sentait comme la fin du monde, ou peut-être le début d'un nouveau, plus froid. Il atteignit les portes du chantier naval, le métal gémissant tandis qu'il les poussait ouvertes contre le vent. L'endroit était un cimetière d'industrie, des squelettes de vieux navires, des grues rouillées atteignant la tempête comme des doigts désespérés, et des piles de ferraille qui ressemblaient à des os brisés sous la neige. Il attrapa sa lampe de poche et un paquet de couvertures. Le vent le frappa le moment il sortit du camion, un coup physique qui faillit le faire perdre l'équilibre. Il hurla dans ses oreilles, noyant ses propres pensées. Il navigua les débris, suivant les directions du garde. Quai 4. L'ancien chalutier gisait pourrissant sur ses blocs, une ombre massive en décomposition. Et là, blotti dans une dépression peu profonde sous la coque rouillée, abrité seulement par un morceau de contreplaqué déformé et une volonté pure, était la mère, Sheba, une berger allemand, ou ce qui en restait. Elle était squelettique, ses côtes montraient clairement à travers une fourrure emmêlée, sale. Ses oreilles étaient déchirées, signe révélateur d'une vie passée à se battre pour des restes. Mais ses yeux, ambres et brûlants d'une intensité fiévreuse, étaient intacts. Elle laissa échapper un grognement bas et menaçant alors que Marcus approchait, montrant des dents jaunies. Elle était trop faible pour se tenir debout, son corps frissonnant violemment, mais elle positionna sa tête entre lui et la pile grouillante à son ventre. « Doucement, maman, doucement. » Marcus murmura, s'accroupissant. Le vent hurlait autour d'eux, mais dans ce petit creux, il y avait un étrange calme sacré. Il fit briller la lumière. Il y en avait 5. 4 étaient ce que vous attendriez. Minuscules, aveugles, saucisses grouillantes de noir et feu,
griffant instinctivement leur chemin vers la chaleur du ventre de la mer. Ils étaient vigoureux, vocaux, se battant pour leur place au bord à lait. Mais alors le faisceau de lumière attrapa le cinquième. Il avait été repoussé. Il gisait à environ 1 pied de la chaleur de la mer, reposant sur une parcelle de terre glaciale. Il était blanc, pas le blanc crémeux d'un labrador, mais un blanc fantomatique saisissant, comme de la neige qui n'avait pas encore touché le sol. Il était plus petit que les autres, significativement. Il ne bougeait pas beaucoup, juste une légère, rythmique contraction de ses minuscules membres. Marcus regarda, son cœur martelant contre ses côtes. Il vit le chiot blanc laisser échapper un cri silencieux, sa bouche rose s'ouvrant, cherchant une chaleur qui n'était pas là. Il se traîna en avant. Un effort monumental pour quelque chose de si nouveau, atteignant sa mère. La mère, Sheba, regarda vers le bas, elle poussa les 4 chiots noirs et feux plus près avec son nez, les léchant vigoureusement. Puis ses yeux glissèrent vers le blanc. Elle ne le mordit pas, elle ne lui grogna pas dessus. Elle simplement regarda à travers lui. Elle tourna son dos, présentant sa colonne vertébrale chaude au vent glacial, isolant effectivement les 4 chiots sains et laissant le blanc exposé aux éléments. C'était une décision biologique calculée. Elle avait du lait limité, de la chaleur limitée et de l'énergie limitée. Elle sauvait ceux qui semblaient ne pouvoir survivre. Le chétif, l'anomalie, le fantôme. Il était une responsabilité. Marcus sentit une douleur soudaine aiguë dans sa poitrine, plus aiguë que le froid. Ce n'était pas une crise cardiaque, c'était un souvenir. Il vit le visage d'un jeune soldat, 19 ans, épinglé dans une vallée à Kandahar. Il vit l'hélicoptère s'éloigner parce que le LZ était trop chaud. Il se souvint de l'ordre de partir. « Nous ne pouvons pas les sauver tous, sergent. » Marcus tomba à genoux dans la neige, ignorant le grognement d'avertissement de la mer. Il ne regardait plus un chien. Il regardait un soldat laissé derrière dans la neige. Il se regardait lui-même. Le chiot blanc arrêta de bouger. Le froid le réclamait. « Pas aujourd'hui », Marcus s'étouffa, les mots perdus dans le vent. « Pas sous ma garde. » Il tendit sa main, ses doigts géants cicatrisés, planant au-dessus de la minuscule vie rejetée. La mer lui claqua les dents, ses dents effleurant son lourd gant. Mais il ne tressaillit pas. Il ne recula pas. Car dans ce chantier naval gelé, au milieu de la rouille et de la ruine, Marcus Vance réalisa qu'il ne regardait pas juste un animal mourant. Il regardait la seule chose qui pourrait éventuellement le sauver. Le vent à l'intérieur du chantier naval hurlait comme un animal blessé, déchirant les squelettes rouillés des grues au-dessus. Marcus retira sa main, la lourde toile de son gant déchiré là où les dents de Sheba l'avaient effleuré. Ce n'était pas une morsure d'avertissement. C'était une promesse de violence. Elle se tenait au-dessus de sa portée, les jambes tremblantes, non de peur, mais de l'épuisement pur de la naissance et du froid d'Amir. Ses yeux brûlants de ce feu ambré frénétique fixés sur les siens. Marcus se figea. Il connaissait ce regard. C'était le regard millénaire de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre que le sol sur lequel il se tenait. S'il attrapait le chiot blanc maintenant, ce minuscule bout de neige tremblant, elle le combattrait. Et dans ce combat, les 4 autres chiots seraient dispersés dans la tempête, ou pire, écrasés dans la panique. « D'accord, maman. »« D'accord, » Marcus murmura, reculant lentement, main levée. « Ma faute. Vous tenez la ligne. » Il ne pouvait pas sauver le blanc encore, pas sans détruire le reste. Cela brisa chaque instinct qu'il avait. Le marine en lui hurlait d'extraire la victime. Le sauveteur en lui hurlait de tirer le chétif du gel. Mais le survivant en lui, la partie de lui qui était sortie du désert quand d'autres non, connaissait les règles. Vous ne compromettez pas l'unité pour le traîneur. Pas avant que le périmètre soit sécurisé. Il se retira vers la bête, son camion garé juste à l'extérieur de l'effet tunnel devant de la coque. Il ne partit pas cependant, il ne pouvait pas.
Du plateau de son camion, il attrapa un sac de 50 libidélas de croquettes riches en protéines et un bidon d'eau. Il se déplaça vers la tanière, gardant une distance respectueuse, et versa un monticule de nourriture sur une palette sèche. L'odeur de la viande frappa l'air froid, riche et lourd. Le nez de Sheba tressaillit. Sa faim était une force physique, une vibration qui semblait secouer sa mince carcasse. Elle regarda la nourriture, puis Marcus, puis de nouveau ses chiots. Lentement, douloureusement, elle boita vers la pile. Elle mangea avec une vitesse féroce, avalant des bouchées sans mâcher, les yeux dardants autour du chantier naval, cherchant des menaces. Marcus se retira à la cabine de son camion. Il coupa le moteur pour économiser de l'essence, laissant la chaleur s'estomper dans le froid de la tempête qui s'amoncelait. Il leva ses jumelles, les lentilles s'embuaient légèrement avec son souffle. À travers la vitre, la scène était une pièce silencieuse de tragédie. La nourriture avait donné à Sheba un regain d'énergie. Elle retourna au nid, enroulant son corps en une forme de C serré pour piéger la chaleur. Les 4 chiots noirs et feux, forts et mus par l'instinct, se frayèrent un chemin jusqu'à son ventre. Ils tétaient avidement, leur queue tressaillant. Et puis, il y avait le blanc. Il était toujours à l'extérieur. La chaleur était à quelques pouces, un paradis qu'il pouvait sentir mais ne pas toucher. Il se traîna en avant, ses mouvements saccadés et désordonnés. Il essaya de grimper par-dessus son frère, un mâle au cou épais, mais fut repoussé avec un grognement. Il essaya de se faufiler sous le flanc de sa mère, mais elle déplaça son poids, l'excluant efficacement. Il ne pleura pas. Dehors. Il gisait juste là, sa fourrure blanche se fondant dans le givre qui commençait à recouvrir le béton. « Batte-toi, bon sang !» Marcus marmonna, serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Ne t'éteins pas sur moi. » L'isolement du chiot frappa Marcus comme un coup physique. Ce n'était pas juste un chien. Dans la lumière grise de la tempête, le chiot ressemblait à un fantôme. Fantôme. Le nom s'installa dans l'esprit de Marcus lourd et froid. L'image se brouilla. Le chantier naval disparut. Soudain, Marcus n'était pas dans le Maine. Il était dans la vallée d'Arondab. L'air n'était pas froid. Il étouffait de poussière et de l'odeur cuivrée de sang. Il vit Miller, soldat de première classe Miller, 19 ans, avec un rire qui sonnait comme un hoquet et une photo de sa petite amie de lycée scotchée à l'intérieur de son casque. Il était le genre de gamin qui pensait être invincible jusqu'au moment où il ne l'était plus. Miller avait pris une balle de sniper à la jambe pendant une patrouille. Il était tombé à découvert dans la zone de tir. Marcus était à 50 yards, cloué par le tir de mitrailleuse. Il pouvait entendre Miller l'appeler, pas crier, appeler « Sarge! Sarge! Je ne peux pas bouger !» Marcus avait essayé de bouger. Il s'était levé à genoux, prêt à sprinter, mais son lieutenant avait attrapé son gilet, le traînant vers le bas. « Maintenez la position, sergent. Vous sortez là, vous mourrez et il meurt de toute façon. Attendez le soutien aérien. » Alors Marcus avait attendu. Il avait regardé à travers sa lunette, tandis que la poussière se déposait sur l'uniforme de Miller. Il avait regardé le jeune soldat arrêter d'appeler et commencer à s'estomper, tout comme le chiot blanc s'estompait maintenant, seul, juste hors de portée. La vibration de son téléphone contre le tableau de bord le ramena. L'écran éclaira la cabine sombre. « Sarah », il le fixa un long moment avant de répondre. « Dis-moi que tu n'es pas toujours là. » La voix de Sarah était tendue. Le son d'une femme retenant un barrage qui s'effondre. « Je suis ici, » Marcus dit, sa voix rauque. « Marcus, écoute-moi. Le courant vient de vaciller au refuge. Le générateur fait des siennes. J'ai besoin de toi ici. Pas de mourir de froid dans un chantier naval pour un errant. Elle a 5 chiots, Sarah. Un d'entre eux lutte. Alors appelle Harkins, elle plaida. Appelle le contrôle des animaux. Laisse-les faire leur travail. Harkins a l'équipement. Il a la camionnette. Tu es un homme dans un camion qui démarre à peine.
Harkins, le chef des services de contrôle des animaux de la ville. Un homme qui portait son uniforme comme une armure et son règlement comme une Bible. Il voyait les animaux comme de l'inventaire, des problèmes à résoudre, des nombres à gérer. Il n'était pas cruel, mais il était dépourvu de la seule chose requise pour sauver l'imagination désespérée. Harkins ne sortira pas dans ça, Marcus dit. Et même s'il le fait, il verra un sauvage en un chétif. Il les abattra avant que la paperasse ne soit sèche. Tué par pitié, il l'appellera. Peut-être que c'est de la pitié, Marcus, Sarah dit doucement. As-tu pensé à ça? Peut-être les laisser partir paisiblement est mieux que les laisser geler. Pas sous ma garde, Marcus dit, répétant le mantra qu'il l'avait gardé en vie et l'avait gardé éveillé pendant 10 ans. Il raccrocha. Il regarda en arrière à travers les jumelles. Le vent se levait, sifflant à travers les fissures dans la porte du canyon. Un mouvement attira son œil, pas près du nid, mais au périmètre du chantier naval. Une ombre se détacha de l'obscurité d'un entrepôt effondré. Il se déplaça avec une démarche confiante de prédateur, ignorant le vent mordant. Brutus, un énorme bâtard de race mixte, mi-Rottweiler, mi-cauchemar. Il était une légende de la ferraille, cicatrisé de 100 combats, manquant la moitié d'une oreille avec des muscles qui roulaient sous un pelage épais de graisse et de crasse. Il était le roi de ce royaume rouillé et il sentit la nourriture que Marcus avait laissée. Brutus s'arrêta à 20 yards du chalutier. Il leva sa lourde tête, reniflant l'air. L'odeur des croquettes était forte, mais l'odeur de nouvelle vie, de proie vulnérable, était plus forte. Il laissa échapper un grondement bas, un son comme des roches qui se frottent, et entra dans la lumière. Sheba était endormie, épuisée. Mais le moment où la patte de Brutus croqua sur la neige, sa tête se releva d'un coup. Elle n'aboya pas. Elle ne gaspilla pas le souffle. Elle se leva, son mouvement raide et douloureux. Elle regarda ses chiots à la pile chaude et aux fantômes blancs tremblants en marge. Elle poussa du nez la pile plus loin sous le contreplaqué. Puis elle sortit à découvert. Elle était de la moitié de la taille de Brutus. Elle était malnutrie, épuisée par la naissance et tremblante. Mais alors qu'elle se plaçait entre le mâle géant et ses enfants, elle se transforma. Ses poils se hérissèrent, la faisant paraître 2 fois sa taille. Ses lèvres se rétractèrent pour révéler des dents qui étaient destinées à déchirer. Brutus ne se précipita pas. Il trotta en avant, s'attendant à la soumission. Il était le percepteur d'impôts et il était venu pour son dû. Il bondit. Cela arriva dans un flou de violence. Sheba ne recula pas. Elle le rencontra en l'air, un guide de rage maternelle. Ils roulèrent dans la neige, un enchevêtrement de fourrures et de mâchoires claquantes. Dans le camion, Marcus attrapa la poignée de porte. Non! Il commença à ouvrir la porte, atteignant le démon de pneus sous son siège. Mais il s'arrêta. S'il courait dehors maintenant, Brutus pourrait se disperser, mais Sheba pourrait se retourner contre lui aussi. Ou pire, Brutus pourrait revenir en arrière et attraper un chiot pendant que Marcus s'occupait de la mère. Il regarda, impuissant encore, son cœur martelant un rythme frénétique contre ses côtes. Brutus avait le poids, mais Sheba avait le désespoir. Brutus mordit son épaule, la secouant violemment. Un jappement déchira le vent haut et aigu, mais Sheba se tordit, ignorant la douleur, et verrouilla ses mâchoires sur le nez de Brutus, la partie la plus sensible de lui. Elle serra et se débattit. Brutus rugit, un son de douleur et de choc. Il la relâcha, trébuchant en arrière, du sang dégoulinant de son museau sur la neige blanche. Il secoua la tête, éternuant du sang, confus par cette petite fureur squelettique qui refusait de se briser. Sheba tint bon. Elle saignait de son épaule, sa patte ne portant aucun poids, haletant des nuages de vapeur dans l'air. Mais elle tint la ligne. Elle laissa échapper un grognement guttural, profond et démoniaque, le défiant d'essayer encore. Brutus la regarda, puis la nourriture, puis de nouveau l'entrepôt sombre.
Le repas ne valait pas l'œil qu'il pourrait perdre en l'obtenant. Il renifla, se retourna et s'éloigna au galop dans la tempête, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Sheba le regarda partir jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un souvenir. Seulement alors elle s'effondra. Elle ne retourna plus au chiot immédiatement. Elle gisait dans la neige, léchant la blessure sur son épaule, frissonnant violemment. Marcus laissa échapper un souffle qu'il sentait qu'il avait retenu pendant 1 heure. Il s'affala en arrière contre le siège, la sueur se refroidissant sur son front malgré l'air glacial. « 3 filles folles et belles », il murmura, le respect inondant sa voix. Il reconnut ce combat. Il savait ce qu'il en coûtait de se lever quand vos jambes ne vous soutenaient pas, de combattre quand votre chargeur était vide et votre renfort parti. Elle était une soldate tout comme lui. Elle tenait un périmètre contre un monde qui voulait manger ses enfants vivants. Mais alors que Sheba se traînait de nouveau vers le nid, Marcus vit la tragédie se dérouler encore. Elle vérifia les 4 chiots sains, les nettoyant, les comptant et fantômes. Il gisait exactement où il avait été. L'escarmouche avait jeté de la neige sur lui. Il était juste un petit amas de blanc dans un monde de blanc. Sheba le renifla, s'attarda 1 seconde, une hésitation qui brisa le cœur de Marcus, puis se détourna. Elle n'avait pas la chaleur à épargner pour le mourant. Elle l'avait juste tout dépensé à combattre le monstre. Marcus regarda sa main, puis le démonte-pneu. Le code disait « Attends ». Le code disait « Survie du plus apte ». Mais le code n'avait pas sauvé Miller, et Marcus Vance en avait fini de regarder des fantômes mourir dans la neige. Le monde avait été effacé. C'était la seule façon de décrire ce qui gisait au-delà du pare-brise du camion de Marcus. Le Nor'easter n'était plus juste un événement météorologique, c'était une démolition. Le ciel et le sol avaient fusionné en un seul vortex tourbillonnant de blanc violent, oblitérant la ligne entre la terre et les cieux. C'était minuit, mais il n'y avait pas d'obscurité, seulement une luminescence gris laiteux suffocante qui réfléchissait les phares dans les yeux de Marcus. La bête gémit, son chauffage claquant dans une bataille perdante contre la baisse du mercure. Le thermomètre sur le tableau de bord lisait 10 degrés sous zéro. Avec le facteur éolien, il faisait assez froid pour geler la peau exposée en quelques minutes. La voix de Sarah résonna dans sa tête plus fort que le vent hurlant. « Tu ne peux pas les sauver tous, Marcus. Tu vas te faire tuer pour un chien qui est probablement déjà mort. » « Il n'est pas mort, » Marcus marmonna à la cabine vide, passant le camion en 4 courtes. Pas encore. Il ne conduisait plus sur une route. Il naviguait par la mémoire et les vagues contours de poteaux téléphoniques qui ressemblaient à des croix plantées dans la neige. Il était près du chantier naval, peut-être à 1 mile, quand le camion frappa la congère. Ce n'était pas un arrêt doux. C'était un bruit sourd et secouant, suivi du son écœurant de pneus tournant librement sur la glace, la polissant à une finition lisse comme du verre. La bête frissonna, toussa une fois et cala. Marcus tourna la clé. Le moteur cliqua, un son métallique creux de défaite. « Allez !» il plaida, claquant sa paume contre le volant. « Ne me lâche pas maintenant. » Le silence lui répondit. Le vent hurlait dehors, se moquant du silence à l'intérieur. Marcus s'assit là un instant, son souffle fleurissant dans l'air se refroidissant rapidement. Il regarda ses mains. Elles tremblaient, non de peur, mais d'une vibration qui commença profondément dans ses os, la résonance d'un vieux traumatisme se réveillant. Il attrapa son sac d'équipement, des lampes de poche, des compresses chauffantes, une épaisse couverture en laine. Il remonta la fermeture éclair de son parka jusqu'à son menton, tira son bonnet bas et ouvrit la porte. Le vent le frappa comme un coup physique, arrachant presque la porte de ses gonds. Il vola l'air de ses poumons en un seul halètement glacé. Il sortit et sa botte s'enfonça, jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux cuisses. 1 mile, il grogna, forçant sa jambe en haut et en avant. Juste 1 mile. La randonnée commença. Ce n'était pas marcher.
C'était attendre à travers le ciment. Chaque pas était une bataille contre la gravité et la friction. La neige était lourde, humide et implacable. Il s'accrochait à son jean, trempant le denim instantanément, gelant en une armure rigide qui irritait sa peau à vif. À mi-chemin du chantier naval, le paysage se dissolut complètement. Il n'y avait pas de pointe de repère, juste du blanc, et dans cette privation sensorielle, le présent commença à saigner dans le passé. Le vent sonnait comme le cri d'un moteur à réaction. La neige se sentait comme du sable. Soudain, Marcus n'était pas dans le Maine. Il était de retour dans les montagnes de l'Hindu Kush. C'était l'hiver 2009, la patrouille qui n'aurait jamais dû arriver. Ils avaient traqué une cible de grande valeur à travers un col que les locaux appelaient la Gorge de Dieu. Le temps avait tourné juste comme ça, rapide, violent, impitoyable. Il pouvait sentir le poids de son gilet en Kevlar, la morsure de la sangle de fusil dans son épaule. Il se souvint de regarder en arrière la ligne de ses hommes, les voyant se transformer en bonshommes de neige, leurs cils givrés, leurs mouvements ralentissant tandis que l'hypothermie murmurait son mensonge séducteur. Juste dehors. C'est chaud si tu fermes juste tes yeux. Il leur avait crié dessus alors. Bougez. Si vous vous arrêtez, vous mourrez. Bouge, Marcus. Il rugit dans la nuit principale, sa voix se brisant. Bougez ou vous mourrez. Il trébucha, tombant face la première dans une congère. Le froid brûla ses joues comme du feu. Il gisait là une seconde, la neige remplissant ses oreilles. C'était si calme ici, si paisible. Lève-toi. Il se poussa, ses muscles criant. Il ne sauvait pas une escouade cette fois. Il sauvait un fantôme. Mais dans son esprit, ils étaient la même chose. C'était à propos du refus de laisser le froid gagner. C'était à propos du refus de laisser l'obscurité prendre une chose innocente de plus. Il vit les portes du chantier naval se profiler hors de la brume blanche comme les côtes d'un léviathan mort. Il l'avait fait. Le chantier naval était un tunnel de vent. Les structures métalliques gémissaient et hurlaient. Une symphonie de décomposition industrielle. Marcus se dirigea vers l'ancien chalutier, son faisceau de lampes de poche coupant un cône frénétique à travers la neige tombante. Il atteignit la coque. L'abri de fortune qu'il avait renforcé avec son esprit 1000 fois au cours des dernières heures semblait pathétique maintenant. Juste un morceau de bois contre la colère de la nature. Il s'accroupit, protégeant l'ouverture avec son large dos, créant une poche de calme. Sheba était là. Elle était couverte d'une couche de givre, sa fourrure noire et feu saupoudrée de blanc, la faisant ressembler à une statue sculptée dans la glace. Elle était enroulée en une boule serrée, sa queue enroulée sur son nez pour préserver chaque calorie de chaleur. Nichée profondément dans la courbe de son ventre, sous la chaleur de ses pattes, se trouvaient 4 bosses. Ils étaient silencieux, dormants, nourris et chauds. Ils étaient en sécurité. Et puis, il y avait l'outsider. Fantôme gisait à 3 pieds. Il n'était pas recroquevillé. Il était étendu sur le côté, ses minuscules pattes raides. La neige avait dérivé sur lui, l'enterrant si profondément que Marcus faillit le manquer. Il ressemblait à un jouet jeté, quelque chose de tombé et oublié. Le cœur de Marcus martela contre ses côtes. Trop tard. Je suis trop tard, elle remua. La lumière l'avait réveillée. Elle leva sa tête, ses yeux groggy et ternes. Elle regarda Marcus, mais elle ne grogna pas. Elle n'avait pas l'énergie pour l'agression. Elle le regarda juste, une reine fatiguée sur un trône brisé. Elle se déplaça, vérifiant sa couvée. Elle sait le chiot noir, puis le feu. Il gigotait, vivant et se plaignant du dérangement. Puis elle regarda le monticule blanc. Marcus retint son souffle. « Vérifie-le, maman. » Il murmura. « Vérifie-le. » Sheba étira son cou. Elle tendit le cou et renifla le couvercle de neige. Fantôme, elle le poussa de son nez humide, une poussée rude, insistante. La neige tomba de son visage. Ses yeux étaient fermés. Sa bouche était légèrement ouverte, des gencives bleues visibles. Il ne bougea pas.
Il ne couina pas. Sheba le poussa encore plus fort cette fois, le renversant presque. C'était la dernière question qu'elle poserait. Es-tu assez fort? Il n'y avait pas de réponse. La logique de la nature n'est pas cruelle. C'est de l'arithmétique. Énergie on, énergie off. Gaspiller la chaleur sur le mourant, c'est tuer le vivant. Sheba comprit cette mathématique mieux que tout humain jamais ne pourrait. Elle regarda la forme immobile une seconde de plus, une pause qui semblait une éternité, une eulogie silencieuse pour le soleil que l'hiver avait réclamé. Puis, avec un lourd soupir qui souffla du blanc dans l'air, elle se détourna. Elle utilisa ses pattes pour tirer la paille et les autres chiots plus serrés contre elle. Elle courba son dos vers Fantôme, créant un mur de fourrure et de chaleur qui l'excluait complètement. Elle ferma ses yeux. Le rejet était absolu. C'était final. Nature avait fait son choix. Marcus fixa la minuscule forme gelée. Le vent hurlait autour de la coque, un son plaintif, creux. Il sentit des larmes piquer ses yeux, chaudes et soudaines, gelant avant qu'elles ne puissent atteindre sa barbe. Il avait marché à travers l'enfer pour arriver ici. Il avait combattu la tempête et ses propres démons, et il était arrivé juste à temps pour regarder la fin, ou ainsi la nature pensait. Marcus lentement atteignit la fermeture éclair de son parka. Le vent hurla à travers les côtes rouillées du chantier naval, un cœur assourdissant de métal et de glace. Mais à l'intérieur du creux du chalutier, le silence était plus fort. C'était le silence lourd, suffocant d'une décision prise et d'une vie jetée. Marcus se tenait gelé, ses bottes enterrées dans la congère qui était presque devenue une tombe. Il fixa la petite forme blanche à moitié enterrée dans la neige. Protocole. Le mot résonna dans son esprit, net et clair comme l'ordre d'un sergent instructeur. Le protocole de la garde de l'espoir était écrit à l'encre, mais il était forgé dans les dures leçons de la pauvreté. Règle numéro 1, sauve le sauvable. Règle numéro 2, les ressources sont finies. Règle numéro 3, ne jamais laisser votre cœur écrire un chèque. Le compte bancaire du refuge ne peut pas encaisser. Toucher ce chiot était briser les trois. C'était une perte de temps, une perte de médicaments et une violation de l'ordre naturel que Sheba venait d'établir. Marcus regarda Sheba. La chienne mère le regardait avec un œil ouvert, sa respiration superficielle et irrégulière. Elle ne grogna pas cette fois. Il n'y avait plus d'agression en elle, seulement une compréhension fatiguée, tragique. Elle avait fait ses maths. Elle l'attendait de faire les siens. « Je sais, » Marcus murmura, sa voix se brisant contre le froid. « Tu as fait ce que tu avais à faire. » Il regarda le monticule blanc. La neige commençait déjà à s'encrouter sur le minuscule flanc. « Mais je ne travaille pas pour la nature, » il marmonna. Il tomba à genoux. La neige mordit à travers son jean instantanément, brûlant sa peau, mais il ne le sentit pas. Il tendit sa main gantée et balaya la neige du visage du chiot. Il était sans vie. Non, pas sans vie, suspendu. Il retira son lourd gant de cuir, exposant sa main nue à l'air mordant. Il pressa sa paume contre la poitrine du chiot. Il était froid. Pas frais, pas froid. Froid. Le genre de froid qui se sent comme de la pierre. Mais alors un battement. Faible. Irrégulier. Un obstiné vrombissement microscopique contre sa paume cailleuse. Battement. Battement. C'était le son le plus silencieux du monde. Mais pour Marcus, il sonnait comme un battement de tambour. C'était le son d'un soldat refusant de lâcher la ligne. C'est ça. Marcus respira, des larmes chaudes dans ses yeux. Tu es toujours dans le combat. Il n'hésita plus. Il dézépa sa lourde veste de terrain, le vieux manteau olive terne qui avait vu les déserts de Kandahar et les montagnes de l'Hindu-Kush. Il tira la fermeture éclair vers le bas, exposant le pull en laine en dessous, et puis tira cela aussi vers le haut, exposant sa propre poitrine à la tempête glaciale. Il ramassa le chiot. Il ne pesait rien. Il se sentait comme tenir une poignée de plumes et de glace. Il poussa le chiot contre sa peau nue
juste au-dessus de son cœur, et remonta la fermeture éclair de la veste, les scellant tous deux à l'intérieur. Le choc du froid contre sa peau était agonisant, une brûlure de douleur qui le fit halter. Mais il l'accueillit. C'était un transfert d'énergie. Sa chaleur pour le froid du chiot, sa vie pour la mort du fantôme. Je t'ai. Il murmura dans le col de son menton se repliant pour protéger la petite bosse contre son sternum. Nous rentrons à la maison, frère. Je ne te laisse pas dans le fil. Shiba le regarda prendre celui qui était rejeté. Elle laissa échapper une longue, basse expiration, sa tête retombant sur ses pattes. Elle ferma ses yeux. Le fardeau était parti. Ses enfants survivants étaient en sécurité. L'intrus avait été retiré. Marcus se tourna et fit face à la tempête. Le mile de retour au camion était un flou d'agonie. Le vent avait changé, soufflant directement dans son visage, entraînant des cristaux de glace dans sa peau comme des éclats d'obus. Ses jambes brûlaient, ses poumons se sentaient comme s'ils étaient remplis de verre. Mais il garda sa main pressée à plat sur son cœur, vérifiant ce petit rythme. Il parla à la veste tout le chemin. « Reste avec moi. Tu m'entends? Tu n'as pas à abandonner. Miller n'a pas eu de chance. Toi, oui, alors tu la prends. » Il atteignit la bête, le vieux camion ressemblant à une dune blanche dans l'obscurité. Il tâtonna avec les clés, ses doigts engourdis et maladroits. Il pria chaque dieu auquel il ne croyait pas. Le moteur démarra, gémit, démarra encore et se mit en marche. Il n'attendit pas la chaleur. Il engagea la vitesse du camion et sortit de la congère, glissant de côté sur la route, conduisant au feeling et au désespoir. Les lumières de la veille et de l'espoir étaient les seules choses brûlant dans le district quand il dérapa sur le terrain. Le courant était toujours allumé, une petite grâce. Sarah attendait près de la porte quand il la frappa ouverte. Elle avait l'air épuisée. Elle avait clairement fait les 100 pas. Son visage était un masque d'inquiétude qui instantanément se durcit en colère quand elle le vit entrer en titubant couvert de neige, tremblant violemment. « Marcus !» elle cria, se précipitant en avant, mais s'arrêta en court quand elle vit son visage. « Espèce d'idiot, tu aurais pu mourir dehors. J'ai appelé la police. J'ai appelé. »« Aidez-moi !» Marcus râla. Sa voix était partie. Il tomba à genoux sur le sol en linoléum de la salle d'admission. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas faire fonctionner la fermeture éclair de sa veste. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Elle vit la façon dont il serrait sa poitrine. « Es-tu blessé? Est-ce ton cœur? » « Non, il haleta. »« Le sien? » Il tira la fermeture éclair vers le bas. Là, pressé contre la peau rouge, irritée de sa poitrine, était le chiot. Il était mou. Sa fourrure blanche était mouillée et emmêlée, tachée de la saleté du chantier naval. Il ressemblait à un rat noyé. Il avait l'air mort. Sarah regarda fixement. La colère sur son visage s'évapora, remplacée par un regard de profonde tristesse. Elle était une pragmatique, une femme de chiffres et de registres. Elle savait à quoi ressemblait la mort. « Oh, Marcus !» elle murmura, sa voix s'adoucissant. « Il est parti. Tu as ramené un corps. »« Non, » Marcus dit, la regardant. Ses yeux étaient sauvages, cernés de rouge et suppliants. « Il n'est pas. Il bougea. Je l'ai senti. » Marcus, regarde-le. Il est gris. Ses gencives sont blanches. Vérifie-le. Marcus rugit, un éclair du sergent-major perçant. Sarah ne tressaillit pas. Elle regarda l'homme désespéré et la minuscule créature brisée. Elle soupira, un son de défaite, et atteignit son stéthoscope. Elle pressa la cloche contre la minuscule cage thoracique mouillée. La pièce était silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et le cliquetis du vent dehors. Sarah écouta. Elle fronça les sourcils. Elle déplaça le stéthoscope. Elle écouta encore. Ses yeux se levèrent vers ceux de Marcus. « Prends le coussin chauffant, » elle ordonna, « et le glucose maintenant. » Les 6 heures suivantes furent une guerre.
Ce n'était pas une bataille de fusils ou de grenades, mais de bouteilles d'eau chaude, de sirop de carreau et de pure volonté. Ils travaillaient dans un rythme né d'années de travail côte à côte. Sarah était la technicienne. Marcus était l'encre. Ils séchèrent le chiot avec des frottements vigoureux d'une serviette rugueuse pour stimuler la circulation. Ils installèrent un nid de compresses chauffantes et de bouillottes, prenant soin de ne pas brûler la peau fragile. Ils injectèrent des fluides chauds sous la peau entre les omoplates. Le chiot fantôme ne bougea pas. Il gisait sur la table, une poupée de chiffon. La température est 80 hectares, Sarah rapporta, vérifiant le thermomètre rectal. Trop bas, les organes s'arrêtent. Il se bat, Marcus dit, sa main englobant tout le torse du chiot. Je peux le sentir. Il s'estompe, Marcus, ne te fais pas d'illusions. Mes espoirs sont tout ce que j'ai, Sarah. À 3 heures du matin, la crise frappa. Le chiot arrêta de respirer. Un instant, il y eut un léger soulèvement et abaissement, le suivant l'immobilité. Il s'arrête, Sarah dit, sa voix plate. Non, Marcus se pencha. Il ne connaissait pas la RCR pour un chiot de 7 tonnes. Il utilisa son pouce. Il pressa sur la poitrine, une compression douce et rythmique. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. Il se pencha et couvrit tout le museau du chiot avec sa bouche, soufflant une petite bouffée d'air dans les poumons. « Allez, fantôme, » il murmura contre la fourrure. « N'ose pas me laisser ici. » Sarah le regarda. Elle vit les cicatrices sur ses mains, le gris dans ses cheveux, les larmes traçant à travers la crasse sur son visage. Elle vit un homme qui avait passé 10 ans à essayer de laver le sang de ses mains. Maintenant essayant d'utiliser ses mêmes mains pour attirer la vie dans quelque chose qui n'avait aucune raison de vivre. Elle tendit la main et plaça sa main sur la sienne sur la table. « Marcus », elle dit doucement. Il l'ignora. 1, 2, 3, un halètement. C'était un terrible son humide et sifflant, mais c'était le meilleur son que Marcus ait jamais entendu. Le corps du chiot sursauta, une toux, puis un gémissement aigu, fin et misérable. La poitrine se dilata, la langue rose sortit. Sarah regarda fixement, sa bouche légèrement ouverte. Elle regarda le thermomètre encore. 98, elle murmura. Il revient. Marcus s'affala en avant, reposant son front sur la table métallique à côté du chiot. Ses épaules tremblèrent. Il ne riait pas. Il pleurait. Des profonds, silencieux sanglots qui secouèrent sa carcasse massive. Sarah ne dit pas un mot. Elle fit le tour de la table et posa une main sur son épaule, serrant fort. Sur la table, dans le nid de serviette, le chiot blanc leva sa tête. Ses yeux étaient encore scellés fermés, aveugles au monde. Il vacilla, son nez tressaillant. Il sentit l'homme. Il sentit la sueur, la laine, l'odeur de celui qui n'avait pas lâché. Il laissa échapper un minuscule couinement aigu et se traîna vers le visage de Marcus. Marcus leva sa tête. Il regarda la créature. « Oui, » il murmura, sa voix brisée. « Je suis ici. Je suis juste ici. » L'aube se levait dehors, une lumière grise, froide filtrant à travers les stores. La tempête était passée. Sarah versa 2 cafés. Elle en posa un devant Marcus. « Tu as brisé chaque règle dans le livre cette nuit, Reno, » elle dit, s'appuyant contre le comptoir, un sourire fatigué jouant sur ses lèvres. « Je sais, » Marcus dit, caressant la tête endormie du chiot avec un doigt. « Nous ne pouvons pas nous le permettre, » elle dit. « Je vendrai le camion, » Marcus répondit instantanément. Sarah rit, un son doux, genuin. « Personne ne veut ce camion, Marcus. » Elle regarda le chiot. « Mais nous allons le comprendre. Nous toujours le faisons. » Marcus regarda Fantôme. Le chiot respirait profondément, un soulèvement et abaissement réguliers, rythmiques. « Fantôme, » Marcus dit doucement. « Est-ce que son nom? » Sarah demanda. « Oui, » Marcus hocha la tête.
Parce qu'il est revenu des morts, les semaines qui suivirent le blizzard furent un flou de nuit sans sommeil et le sifflement rythmique d'un concentrateur d'oxygène. Le monde à l'extérieur du refuge commença à dégeler, la neige se transformant en gadoue grise et les routes se dégageant. Mais à l'intérieur de la petite salle d'isolement stérile à l'arrière de la veille de l'espoir, le temps semblait s'arrêter. Fantôme était vivant, mais à peine. La pneumonie s'était installée profondément, transformant ses minuscules poumons en un champ de bataille. Il passa ses jours à l'intérieur d'un incubateur de fortune, une caisse en plastique modifiée avec un coussin chauffant et un nébuliseur. Il ressemblait moins à un chien et plus à un esprit oublié, sa fourrure blanche fine et clairsemée, ses côtes montrant à travers sa peau comme la coque d'un naufrage. Marcus avait arrêté d'aller à l'étage à son appartement. Il avait traîné son lourd bureau en chaîne dans le coin de la salle d'isolement, le serrant entre l'évier de la serpillière et l'armoire médicale. À côté, il installa un lit pliant de type militaire. « Tu es confortable, Marine? » Sarah avait demandé le 3e jour, regardant l'installation exiguë. « Je dors mieux ici », Marcus avait répondu. Et c'était la vérité. À l'étage, le silence était rempli des fantômes de Kandahar. Ici, le silence était rompu par la respiration superficielle, rauque du chiot. C'était un son sur lequel Marcus pouvait se concentrer, une mission qu'il pouvait comprendre. Garde le souffle, tiens que la ligne. La nuit, en lit. Nuit, quand le reste du refuge était sombre et que la seule lumière venait de la lueur rouge du chauffage, Marcus parlait. Il n'utilisait pas le langage bébé que les gens réservent habituellement aux chiots. Il parla dans le grondement bas, régulier d'un homme passant le temps dans un trou de renard. « Vous voyez le truc avec une veille de nuit? » Marcus murmura, se penchant en arrière dans sa chaise, une tasse de café froid dans sa main. « Est que votre esprit commence à vous jouer des tours. Les ombres bougent. Le vent sonne comme des voix. Vous commencez à penser à tout ce que vous avez fait de mal. » Fantôme gisait sur son côté dans la caisse, ses yeux bleus à moitié ouverts, regardant l'homme. Il était trop faible pour lever sa tête, mais ses oreilles tressaillaient au son de la voix. Mahler parlait de baseball, Marcus continua, fixant le plafond. Gamin ne savait pas une putain de choses sur la politique ou la stratégie, mais il pouvait vous dire la moyenne au bâton de chaque joueur des Red Sox depuis 1918. Il dit que les nombres avaient du sens. Le monde est chaos, il dirait, mais les nombres ne mentent pas. Marcus regarda le chiot. Tu me rappelles, lui. Combatif, trop petit pour l'uniforme, mais il avait du cœur. Il ne savait pas quand abandonner non plus. Il tendit la main à travers les bords de la caisse et laissa son doigt reposer contre la patte du chiot. Fantôme laissa échapper un doux soupir et enroula ses orteils autour du doigt de Marcus. « Tu continues juste de respirer, Fantôme. C'est ton travail. Je m'occuperai du reste. » Mais gérer le reste devenait impossible. Les factures s'empilaient comme des congères. La vétérinaire, une femme gentille nommée Dr. Ariès, qui leur donnait habituellement une réduction, avait gentiment dit à Sarah que les antibiotiques spécialisés dont Fantôme avait besoin étaient chers, et elle ne pouvait pas étendre leur crédit plus loin. Puis vint le coup à la porte. Ce n'était pas un coup poli. C'était 3 coups secs et autoritaires qui exigeaient l'entrée. Sarah était à la réception. Elle leva les yeux et pâlit. « Oh non !» La porte s'ouvrit et un homme entra, apportant une rafale d'air froid et l'odeur de la bureaucratie avec lui. Thomas Harkins, le chef des services de contrôle des animaux pour la ville. C'était un homme d'angle vif et de plis raides. Il portait son uniforme avec une fierté excessive, son insigne poli jusqu'à briller comme un miroir. Il était dans la 50aine avancée, avec des cheveux clairsemés peignés sévèrement sur le côté et des yeux qui regardaient les animaux et ne voyaient que les codes de santé et les problèmes de responsabilité. Il ne haïssait pas les chiens. Il aimait juste l'ordre, et l'espoir était, à ses yeux, le chaos. « Monsieur Harkins », Sarah dit, se levant, forçant un sourire.
Nous ne vous attendions pas avant le mois prochain. Plainte, Madame Jenkins. Harkins dit, ne rendant pas le sourire. Il tira un presse-papier métallique de sous son bras. Les voisins ont signalé un bruit excessif pendant la tempête. Et je vois des rapports d'admission non autorisés alors que vous êtes déjà signalé pour surpopulation. Il n'attendit pas d'invitation. Il commença à marcher à travers les chenils, son stylo cliquant agressivement contre le papier. Trop dans le chenil 4, il marmonna, cochant une case. La gamelle d'eau est vide dans le chenil 7. La ventilation est non conforme. Marcus entendit le remue-ménage de la pièce arrière. Il sortit, essuyant la graisse de ses mains sur son jean. Quand il vit Harkins, sa mâchoire se serra. Harkins, Marcus grogna. Tu effraies les chiens. Votre installation m'effraie, Vance, Harkins rétorqua, ne levant pas les yeux de son presse-papier. Vous opérez avec des moyens limités et le fil vient de casser. J'ai vu le registre de la ville. Vous avez 3 mois de retard sur vos frais de permis. Nous avons eu un mauvais hiver. La tempête. La tempête affecte tout le monde. Harkins le coupa. Mais pas tout le monde essaye de gérer un zoo dans un entrepôt condamné. Il passa devant Marcus, poussant la porte de la salle d'isolement. « Hé! » Marcus bougea pour le bloquer, mais Harkins était déjà à l'intérieur. L'officier s'arrêta. Il regarda le lit de camp. Il regarda le bureau serré dans le coin. Et puis, il regarda l'incubateur. Il marcha et regarda à travers le plastique. Fantôme haletait, sa petite poitrine blanche se soulevant et s'abaissant avec un effort visible. Le nébuliseur bourdonnait, remplissant la caisse d'une fine brume. Harkins baissa son presse-papier. Il regarda l'installation, puis Marcus. « Qu'est-ce que c'est? C'est un cas de récupération, Marcus dit, se plaçant entre Harkins et la caisse. Pneumonie sévère hypothermie. Est-ce l'errant du chantier le naval, celui signalé dans la tempête? Oui! Harkins secoua sa tête, un regard de véritable dégoût traversant son visage. Vance, regarde cette créature. C'est à moitié mort. C'est un défaut génétique, un berger blanc albinos, Marcus corrigea, sa voix basse et dangereuse. Peu importe, c'est un fardeau. Harkins gesticula autour de la pièce avec son stylo. Vous avez 40 chiens sains dehors mangeant des croquettes bon marché et vous dépensez des centaines de dollars en électricité et médicaments pour ça pour un chétif qui va mourir de toute façon. Il ne va pas mourir. C'est exactement pourquoi je vous rédige un rapport. Harkins frappa le presse-papier durement. C'est une mauvaise gestion des ressources. C'est un accaparement émotionnel, pas un sauvetage. Vous gardez cette chose en vie pour votre propre ego, pas pour son bien-être. C'est cruel. Cruel? Marcus fit un pas en avant. Il domina Harkins, le rhinocéros faisant surface. Cruel est le laisser dans la neige. Cruel est d'équilibrer une vie contre une redevance de permis. C'est la réalité. Harkins claqua, ne reculant pas. J'ai l'autorité de vous fermer, Vance. Aujourd'hui, tout de suite, je peux déclarer cette installation insolvable et saisir chaque animal ici. Et regardant ça, il pointa le stylo sur Fantôme. Je leur ferais une faveur. Nous euthanasierions celui-ci immédiatement pour mettre fin à sa souffrance. Le mot resta suspendu dans l'air. Euthanasia. Sarah haleta depuis l'embrasure de la porte. Les poings de Marcus se serrèrent à ses côtés. Les veines de son cou saillirent. Chaque instinct qu'il avait hurlé de jeter cet homme par la fenêtre. « Tu le touches », Marcus murmura. « Et tu auras besoin d'une équipe de sauvetage pour te sortir d'ici. » « Menaces-tu un fonctionnaire de la ville? » Harkins leva un sourcil atteignant sa radio. « Parce que ça le scellera. Je ferai changer les serrures avant midi. » La tension dans la pièce était assez épaisse pour s'étouffer. C'était la collision de 2 mondes, celui qui mesurait la valeur en amour et celui qui la mesurait en dollars. Et dans ce silence, un son. Grattement. Grattement. Il vint de la caisse. Harkins regarda vers le bas. Marcus regarda à l'intérieur de la boîte en plastique. Fantôme bougeait. Habituellement,
Le chiot avait à peine la force de lever sa tête. Mais maintenant, entendant les voix élevées, sentant la menace, sentant la détresse émanant de l'homme qui sentait la sécurité, quelque chose d'ancien s'était déclenché dans son sang. Fantôme enfonça ses griffes avant dans la serviette. Ses pattes arrière, maigres et tremblantes, poussèrent contre le mur en plastique. Il gémit, un son bas, pathétique d'effort. Il se poussa, ses pattes avant fléchirent. Il tomba, son menton frappant le sol. « Vois » Harkin railla. Il ne peut même pas se tenir debout. Mais Fantôme n'avait pas fini. Il serra les dents. Il poussa encore. Son corps trembla violemment, chaque fibre musculaire hurlant contre la gravité qui voulait le maintenir au sol. Il verrouilla ses coudes. Il hissa son arrière-train. Et il se tint debout. Il vacillait comme un roseau dans une tempête. Sa tête pendait bas, haletant, mais il était sur ses pieds. Il tourna sa tête lentement, combattant le vertige, jusqu'à ce que ses yeux bleus troubles se fixent sur Harkins. Il fit un pas, puis un autre. Il trébucha vers l'avant de la caisse, pressant son nez humide contre les barreaux. Et puis il ouvrit sa bouche. Il ne gémit pas. Il ne pleura pas. Il aboya. Ce n'était pas un rugissement. C'était un jappement, un son aigu, craquant, essoufflé qui était plus de l'air que du bruit. Jappement. Il vacillait, presque tombant mais se rattrapa. Il regarda Harkins puis regarda Marcus et aboya encore, plus fort cette fois. Ouaf! C'était une déclaration. Je suis ici. Je suis debout. Harkin fixa, sa bouche légèrement ouverte, mais aucun mot ne sortit. Il regarda le morceau de vie blanc tremblant qui défiait chaque attente médicale juste pour lui dire de reculer. Marcus resta figé. Il regarda le chiot, son fantôme, son Miller, sa rédemption, se tenant droit sur des pattes qui ne devraient pas fonctionner, défendant l'homme qui l'avait sauvé. La colère s'écoula de Marcus, remplacée par une vague d'émotions si puissante qu'elle faillit le renverser. Il sentit une brûlure derrière ses yeux, une pression dans sa gorge qu'il n'avait pas sentie depuis les funérailles. Une seule larme chaude s'échappa du coin du devant œil. Elle traça à travers la poussière sur sa joue et disparut dans sa barbe. Il est debout. Marcus s'étouffa, sa voix épaisse. « Tu vois ça? Il est debout. » Harkins regarda Marcus, voyant la larme, voyant la vulnérabilité brute, nue du grand ex-marine. Il regarda de nouveau le chiot, qui tenait toujours son regard, tremblant, mais non soumis. L'officier baissa lentement son stylo. Il s'éclaircit la gorge, ajustant maladroitement sa cravate. La stricte adhésion au code vacilla face à quelque chose qui ne pouvait pas être coché dans une case. « Il a de l'esprit », Harkins marmonna, sa voix perdant son tranchant. « Je lui accorderai ça. » Il ferma le presse-papier. Il n'écrivit pas la citation. « Je vous donne 30 jours, Vance », Harkin dit, reculant vers la porte, soudain incapable de rencontrer les yeux de Marcus. « Réparer la ventilation, payer les frais de permis, ou je reviens, et la prochaine fois, je ne serai pas seul. » Il se retourna et sortit, le son de ses lourdes bottes s'estompant dans le couloir. Sarah se précipita dans la pièce, les larmes coulant sur son propre visage. Mais Marcus ne bougea pas. Il tomba à genoux devant la caisse. Fantôme, ayant dépensé chaque once de son énergie, s'effondra sur la serviette, mais sa queue donna un seul coup faible contre le plastique. Marcus pressa son front contre les barreaux, sanglotant doucement, tandis que le chiot léchait les larmes de son nez. Le printemps arriva dans le Maine, non avec un murmure, mais avec un dégel boueux, chaotique. La neige qui avait enterré Portland pendant des mois recula, révélant les cicatrices brunes de la terre en dessous. À l'intérieur de la veille de l'espoir, une transformation similaire avait eu lieu. Fantôme n'était plus le rat noyé que Marcus avait tiré de la tempête. À 6 mois, il était frappant, une créature d'une beauté étonnante, éthérée. Son pelage s'était étoffé en une crinière blanche neigeuse et moelleuse qui captait la lumière comme du sucre filé.
Ses oreilles se dressaient, des triangles de velours qui pivotaient comme des antennes radar. Il avait la carrure puissante et inclinée d'un berger allemand de race pure, un témoignage physique de la lignée génétique de sa mère, Sheba. Pour un étranger regardant à travers une fenêtre, il ressemblait à un prince. Mais pour Marcus, le regardant depuis sa chaise, Fantôme ressemblait à un prisonnier de guerre. La maladie physique s'était estompée, mais quelque chose de plus difficile à traiter avait pris racine. Fantôme était terrifié du monde. Le trauma de sa naissance, le froid, le rejet, l'obscurité avaient câblé son cerveau pour la catastrophe. Il ne marchait pas à travers le refuge. Il se faufila. Si une porte claquait, il se plaquait contre le sol. Si un étranger établissait un contact visuel, il urinait de terreur. Son seul havre de paix était l'espace directement sous le lourd bureau en chaîne de Marcus. C'était son bunker. Il passa ses jours enroulés autour des bottes de combat de Marcus, sa tête blanche reposant sur le bout de la botte gauche. C'était le seul endroit où sa respiration ralentirait. « Tu es en sécurité, copain », Marcus murmura, se penchant pour gratter derrière les oreilles blanches sans détourner les yeux de ses papiers. « Personne ne nous flanque. » Fantôme laissa échapper un long soupir, la tension s'écoulant de ses épaules seulement parce que la main de Marcus était là. Mais la sécurité était chère et la veille de l'espoir était en faillite. « C'est la seule façon, Marcus, » Sarah dit, sa voix tendue de stress. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau tenant un dépliant. « Nous avons besoin de l'exposition. Nous avons besoin des dons. » C'était le matin de la campagne d'adoption de l'espoir du printemps. Le terrain avant était décoré de ballons qui flottaient de manière inquiétante dans la brise. Des bénévoles promenaient des chiens, essayant d'avoir l'air joyeux. Sarah avait joué sa dernière carte. Elle avait demandé un service. Jennifer Tate, une jeune journaliste pour Channel 8 News. Elle avait 24 ans, affamée d'une histoire qui n'était pas un chat coincé dans un arbre, et portait un manteau rouge vif qui semblait crier pour l'attention. Elle avait un caméraman la suivant comme une ombre, cherchant des angles réconfortants. « J'ai invité Jennifer Tate », Sarah confessa, se préparant. Elle veut d'un reportage, quelque chose avec un crochet. Marcus arrêta de taper. Il leva les yeux, ses yeux dangereux, et laisse-moi deviner, tu veux lui donner le berger blanc. Il est beau, Marcus, les gens aiment une histoire de survivant. Une photo de lui, un montage musical triste, et nous pourrions financer le refuge pour 1 an. Nous pourrions réparer le toit. Nous pourrions payer les factures du vétérinaire. Il n'est pas un accessoire. Marcus grogna. Il pouvait sentir Fantôme se tendre contre sa jambe, sentant le changement dans le rythme cardiaque de Marcus. Il n'est pas prêt. Il ne peut pas gérer les étrangers. Vous mettez une caméra devant son visage, il va craquer ou il va se briser. Je ne te laisserai pas le briser pour un chèque. Nous allons briser de toute façon. Sarah claqua, son calme se brisant. Regarde le grand livre, Marcus. Nous avons fini. Ce n'est pas une question de fierté. C'est une question de survie. Si nous n'obtenons pas d'argent aujourd'hui, nous fermons. Et si nous fermons, où va Fantôme? Où vont-ils tous? Marcus ne répondit pas. Il connaissait la réponse. Ils allèrent au chenil de la ville. Ils allèrent chez Harkins. La mention du diable sembla le convoquer. La porte d'entrée du refuge tinta. Un joyeux ding-dong qui signalait un visiteur. Mais l'homme qui entra ne cherchait pas à adopter un Golden Retriever. Thomas Harkins entra dans la pièce comme un front de tempête. Il n'était pas seul cette fois. Il était flanqué de 2 agents de contrôle des animaux, en uniforme, 2 grands hommes avec des expressions de planche et de lourdes perches de capture pendant à leur ceinture. Le bruit dans le refuge s'éteignit. Les bénévoles cessèrent de parler. Jennifer Tate, qui avait interviewé une famille près de l'entrée, fit signe à son caméraman de se retourner. La lumière rouge de la caméra clignota. Harkins marcha droit vers le bureau. Il tenait une liasse de papiers dans sa main, les agitant comme une arme. « Monsieur avance. » La voix de Harkins retentit.
coupant à travers le faible bourdonnement du refuge. Vos 30 jours sont écoulés. Marcus se leva lentement. Il repoussa sa chaise. Sous le bureau, Fantôme laissa échapper un gémissement bas et terrifié, et recula en se précipitant, se pressant dans le coin le plus éloigné et le plus sombre de l'espace pour les genoux. « J'ai payé les frais de permis, Harkins, » Marcus dit, sortant de derrière le bureau pour bloquer la vue du chien. « Vérifiez vos comptes. Envoyé hier. »« Je ne suis pas ici pour l'argent, » Harkins dit, s'arrêtant à 3 pieds. Il avait l'air différent aujourd'hui, plus officiel, plus froid. « Je suis ici pour la violation du règlement. » Ordonnance de la ville 44B, section 9, il brandit le papier. Tout animal hébergé dans un refuge agréé qui affiche une agressivité non provoquée ou un comportement basé sur une peur extrême pendant une période excédant 30 jours et est jugé inadoptable doit être remis à la ville pour euthanasie humaine afin de soulager la surpopulation et de prévenir les risques pour la sécurité publique. La pièce devint silencieuse comme la mort. Sarah couvrit sa bouche de sa main. « Il n'est pas agressif », Marcus dit, sa voix tombant à un grondement. « Et il n'est pas inadoptable. Il urine quand les gens le regardent. » Vance Harkin ricana. « J'ai lu les registres des bénévoles. Vous n'avez laissé personne le toucher, sauf vous. C'est une épave psychologique. Il occupe un chenil qui pourrait sauver un chien viable. Il est un gouffre de ressources, » Harkin fit signe aux officiers derrière lui. « Nous prenons le chien maintenant. » Un des officiers décrocha la perche de capture, une longue tige d'aluminium avec un nœud coulant en fil à l'extrémité. Le son du clic métallique était aigu et cruel. Marcus sentit une rage froide l'envahir. Ce n'était pas la colère chaude d'une bagarre de bar. C'était de la concentration froide, calculatrice d'une zone de combat. Le monde ralentit. Il vit la perche. Il vit le visage suffisant de Harkins. Il vit la journaliste terrifiée dans le coin. « Non, » Marcus dit. « Ce n'est pas une demande. » Harkins s'avança. « Écartez-vous, Vance, ou je vous ferai arrêter pour obstruction. Vous le voulez? » Marcus écarta ses pieds, se plantant dans l'embrasure de la porte du bureau. Il croisa ses bras massifs sur sa poitrine. « Venez le prendre. »« Ne fais pas ça, » Sarah plaida, s'avançant. « Marcus, ils ont la police en numérotation rapide. Ils t'arrêteront. Laisse-les. » Marcus ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur l'officier avec la perche. « Ce chien ne quitte pas ce bâtiment à moins qu'il ne sorte avec moi. » Le visage de Harkins devint un rouge modelé. Il haïssait la défaillance. Il haïssait le désordre. Et Marcus Vance était une variable marchante, respirante, chaotique. « Vous protégez un animal dangereux », Harkins cria pour le bénéfice de la pièce. « C'est pour la sécurité publique. Il a peur. » Marcus rugit en retour, sa voix secouant les murs. « Il n'est pas dangereux. Il est terrifié. Et il est terrifié parce qu'il sait ce que les gens comme vous font aux choses qui ne rentrent pas dans vos petites boîtes. » L'officier avec la perche fit un pas vers le bureau. Il essaya de contourner Marcus pour obtenir un angle sur le chien se cachant en dessous. « Ici, tout. » L'officier grogna, étendant la perche. La boucle de fil se balança dans l'espace sombre sous le bureau. Un son vint de l'obscurité. Ce n'était pas un gémissement. C'était un cri de pure terreur. Fantôme se précipita, ses griffes s'agitant frénétiquement contre le linoléum, essayant de creuser à travers le sol pour échapper au nœud coulant. Le son déchira Marcus. C'était le son de Miller pleurant pour sa mère dans la terre. Marcus bougea. Il ne frappa pas l'officier. Il attrapa simplement la perche en aluminium d'une main. Il la serra si fort que le métal gémit. L'officier leva les yeux, surpris par la vitesse du grand homme. Marcus repoussa la perche durement. L'officier trébucha, renversant presque Harkins. « J'ai dit », Marcus siffla, entrant dans l'espace personnel de Harkins, le dominant comme une falaise. Sur mon cadavre. L'air dans la pièce crépita. Le caméraman zooma, capturant les veines saillantes sur le cou de Marcus. La peur dans les yeux de l'officier et l'absolue détermination inflexible de l'homme montant la garde.
Harkin redressa sa veste, essayant de retrouver sa dignité. Il regarda Marcus et pour la première fois, il réalisa qu'il avait mal calculé. Ce n'était pas un propriétaire de refuge. C'était un soldat tenant un périmètre et les soldats ne se souciaient pas des ordonnances quand ils étaient sous le feu. « Vous faites une erreur, Vance, » Harkin dit, sa voix tremblant légèrement de rage. « Vous pensez pouvoir combattre la ville? Vous pensez pouvoir sauver une chose cassée juste en vous tenant devant elle? Je ne me tiens pas juste devant lui. » Marcus dit doucement, sa voix portant jusqu'au microphone du journaliste à travers la pièce. « Je suis Louis. » Harkin fixa. Il ne comprit pas. Il ne pouvait pas. « Appelle la police. » Harkin cracha à son subordonné. « Fais-les venir ici. Nous allons vider ce bâtiment. » Alors que l'officier atteignait sa radio, la tension se brisa. Dessous le bureau, un nez blanc sortit. Fantôme avait entendu la lutte. Il avait entendu la voix de son protecteur. Et malgré chaque instinct lui disant de se cacher, de geler, de mourir tranquillement, il rampa dehors. Il tremblait si fort que ses dents claquaient. Sa queue était si loin rentrée entre ses pattes qu'elle touchait son estomac. Mais il rampa au-delà des jambes de Marcus. Il se tint entre Marcus et la perche de capture. Il ne grogna pas. Il ne montra pas ses dents. Il se tint simplement là, un bouclier blanc tremblant, plaçant son corps fragile entre l'homme qu'il aimait et l'arme qui les menaçait. C'était une vue pathétique, déchirante, un chien terrifié essayant de protéger un homme géant. Mais cela arrêta tout le monde froid. Le silence dans la salle d'admission était absolu, assez lourd pour écraser le souffle d'un homme. Il était rompu seulement par le bas travail mécanique de la caméra d'actualité zoomant. Jennifer Tate, la journaliste au manteau rouge, avait arrêté de chercher une histoire facile. Elle fixait le tableau devant elle avec de grands yeux, sentant que l'histoire venait de passer d'une campagne d'adoption locale à quelque chose de beaucoup plus volatile. Elle fit signe à son caméraman d'un coup sec de sa main. « N'arrêtez pas d'enregistrer. » Marcus Vance se tenait comme une statue de granit dans l'embrasure de la porte de son bureau. À ses pieds, le berger blanc fantôme tremblait si violemment que ses griffes cliquaient un rythme frénétique contre le linoléum. Mais il ne courut pas. Il se tenait avec son épaule pressée contre le tibia de Marcus, une ligne de défense tremblante. Harkins, l'agent de contrôle des animaux, ajusta sa cravate. Son visage était rougi, un mélange d'embarras et de rage bureaucratique. Il n'était pas habitué à être défié, surtout pas par un homme qui avait l'air de dormir dans son camion et sentait l'eau de Javel et le vieux café. « Vous faites une scène, Vance ?» Harkins siffla, gardant sa voix basse. Bien que le microphone sur la perche au-dessus d'eux captât chaque syllabe. « Écartez-vous. Cet animal est une responsabilité. Il tremble de partout juste parce que je le regarde. Il est mentalement instable. » Instable. Marcus répéta le mot. Il roula de sa langue comme une malédiction. Il leva les yeux, non pas vers Harkins, mais au-delà de lui. Il regarda directement dans l'objectif de la caméra. Ses yeux étaient cernés de rouge, des cernes sombres creusées profondément sous eux. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air dangereux. Il avait l'air réel. C'est le mot, n'est-ce pas? Marcus dit, sa voix montant, remplissant la petite pièce stérile. Instable, brisé, défectueux. Il fit un pas en avant. Fantôme bougea avec lui, collé à sa jambe. Vous regardez ce chien et vous voyez un gaspillage d'espace. Marcus pointa un doigt tremblant vers Fantôme. Vous voyez une ligne budgétaire dans un budget qui ne s'équilibre pas. Vous voyez quelque chose qui vous effraie parce qu'il n'agit pas comme un accessoire heureux remuant la queue. Je vois un danger pour la sécurité publique, Harkin claqua. C'est un animal sauvage qui n'a pas été socialisé. Il n'est pas sauvage, Marcus dit doucement. Il est hanté. Marcus regarda autour de la pièce. Les bénévoles le regardaient, les adoptants potentiels le regardaient. Vous voulez savoir pourquoi je ne vous laisserai pas le prendre? Marcus demanda, sa voix se brisant. Parce que je le connais.
Je sais exactement ce que ça fait d'être lui. Il toucha sa propre poitrine, le tissu délavé de sa chemise en flanelle s'étirant sur les cicatrices en dessous. J'ai passé 2 ans dans le bac à sable, Marcus dit. Il ne criait plus. Il se confessait. J'étais sergent. J'ai ramené 40 hommes à la maison, mais j'ai laissé des morceaux de moi-même dans la terre là-bas. Et quand nous sommes revenus, quand nous sommes descendus de cet avion, il fit une pause, avalant difficilement contre la boule dans sa gorge. Le monde ne savait pas quoi faire de nous. Nous étions trop bruyants. Nous tressaillions au claquement de portières de voiture. Nous ne pouvions pas dormir. Nous ne pouvions pas nous asseoir le dos à une porte. Nous étions instables. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans l'infirmerie. Jennifer Tate s'approcha, tendant son microphone. « Et qu'a fait le monde? » Marcus continua, ses yeux fixés sur Harkins maintenant. « Ils nous ont donné des pilules. Ils nous ont donné des rendez-vous à 6 mois. Ou ils ont juste traversé la rue parce qu'ils ne voulaient pas regarder le désordre. Ils voulaient le défilé. Harkins. Ils ne voulaient pas le fantôme qui vient après. » Harkins déplaça son poids, l'air mal à l'aise. « Monsieur Vance, il s'agit d'un chien, pas du vrai. » « C'est la même chose, Marcus rugit, le son explosant hors de lui. Fantôme tressaillit, s'accroupissant plus bas, mais il ne quitta pas le côté de Marcus. « C'est à propos de comment nous traitons les choses qui survivent au feu. » Marcus dit, sa voix tremblante d'une douleur brute, nue. « Ce chien, il est né dans un blizzard. Il était gelé. Il était mort. J'ai insufflé la vie dans ses poumons. Il se bat chaque jour juste pour se lever sans trembler. Et vous voulez le tuer parce qu'il est gênant, parce qu'il n'est pas parfait. » Marcus regarda Fantôme. Le chien leva les yeux, ses yeux bleus grands ouverts, cherchant le visage de Marcus pour du réconfort. « Je ne l'ai pas sauvé parce qu'il était mignon, » Marcus murmura, des larmes finalement débordant, traçant à travers la crasse sur ses joues. « Je l'ai sauvé parce que je ne pouvais pas sauver Miller. » Le nom resta suspendu dans l'air. Miller, 19 ans. Marcus dit au sol, « Soldat de première classe. » Je l'ai laissé. L'ordre est tombé. Le LZ était chaud. Nous avons décollé. Je l'ai regardé s'estomper dans la lunette. Je l'ai laissé seul dans le froid. Il regarda Harkins, son expression brisée. J'ai porté ça chaque jour pendant 10 ans. Chaque fois que je ferme mes yeux, je le vois. Alors quand j'ai vu ce chiot, quand je l'ai vu laissé derrière dans la neige, j'ai fait un marché. J'ai fait un marché avec Dieu ou le diable, ou qui que ce soit qui écoutait. J'ai dit, pas cette fois. J'ai dit, je ramène celui-ci à la maison. Sarah pleurait ouvertement maintenant, sa main sur sa bouche, même le caméraman essuya un œil avec sa main libre. Mais Harkins était un homme de règles. L'émotion était désordonnée. Les règles étaient propres. Il vit la foule vaciller. Il vit le récit s'échapper. Il avait besoin de mettre fin à cela. « C'est une histoire tragique, monsieur Avance. » Harkins dit froidement, boutonnant sa veste. « Mais ça ne change pas l'ordonnance. Vous êtes émotif. Vous projetez et cet animal est une bombe à retardement. » Harkins s'avança. Il atteignit la perche de capture que l'autre officier tenait. « Je prends la garde. Écartez-vous ou vous serez retiré par la force. » Harkins bondit. Il n'alla pas pour Marcus. Il alla pour le chien. Il balança la perche bas, visant à passer le fil autour du cou de Fantôme et à le traîner hors du coin. « Non !» Marcus cria tendant la main. Mais il n'en eut pas besoin. Le moment où la perche métallique se balança vers Marcus, le moment où la menace entra dans l'espace personnel de l'homme qui était son univers entier, quelque chose à l'intérieur. Fantôme craqua. La peur ne disparut pas. La peur est biologique, mais la loyauté est spirituelle. Et en cette fraction de seconde, l'esprit surmonta la biologie. Fantôme ne recula pas en se précipitant. Il ne mouilla pas le sol, il bondit en avant,
C'était un flou de mouvements blancs. Fantôme se plaça directement entre Marcus et Harkins. Ses pattes à avant claquèrent sur le linoléum, se préparant à l'impact. Ses poils, cet homme blanc épais, se dressèrent, doublant sa taille. Et puis le son. Ce n'était pas le jappement aigu d'un chiot. C'était le tonnerre guttural profond d'un berger allemand. Rugissement. Il montra ses dents, blanches, aiguisées et létales. Ses lèvres se recourbèrent en un grognement qui était un pur avertissement non adultéré. Il claqua avant l'air à quelques pouces de la main de Harkins. Clac! Harkins poussa un cri et trébucha en arrière, laissant tomber la perche. Il tomba contre une pile de sacs de nourriture pour chiens, ses yeux grands ouverts de véritables chocs. Fantôme n'attaqua pas. Il ne poursuivit pas. Il tint bon. Il se tint juste devant Marcus, son corps vibrant de puissance. Il laissa échapper un grognement bas et roulant qui sonnait comme une tronçonneuse au ralenti. Il regarda Harkins, puis les autres officiers, les défiant de bouger. Ses yeux bleus n'étaient plus troubles de panique. Ils étaient vifs. Ils étaient concentrés. Ils étaient les yeux d'un siècle en service. « Mon Dieu », Jennifer Tate murmura. La caméra était zoomée, serrée sur le visage du chien. Il captura le grognement, la posture protectrice et le courage absolu, indéniable d'une créature qui était terrifiée de sa propre ombre, mais prête à combattre un géant pour sauver son ami. Marcus se tenait gelé derrière le chien. Il regarda le gardien blanc devant lui. « Fantôme », il murmura. L'oreille de Fantôme pivota en arrière vers la voix. Le grognement s'adoucit et dit « avant d'ici ». Mais il ne détourna pas les yeux de la menace. Il pressa sa patte arrière contre le genou de Marcus. « Je suis ici, patron. J'ai le périmètre. » Le silence revint dans la pièce, mais il se sentait différent maintenant. Il n'était pas lourd. Il était électrique. Harkins se précipita sur ses pieds, redressant sa cravate, son visage pâle. Il regarda le chien, puis la caméra, qui le pointait accusateur. Il réalisa avec le sentiment d'effroi d'un bureaucrate qui vient de marcher sur une mine terrestre, qu'il venait de devenir le méchant aux nouvelles de 18 heures. Il m'a attaqué, Harkin balbutia, pointant un doigt tremblant. Vous avez vu cette agression. Il ne vous a pas touché, Marcus dit, sa voix remplie d'une fierté féroce soudaine. Il se pencha et plaça sa main sur la tête de Fantôme. Le chien ne tressaillit pas. Il s'appuya contre le toucher. Il m'a protégé. Il y a une différence. Marcus regarda la caméra une dernière fois. C'est ce que font les soldats, Harkins. Il dit doucement. Nous veillons les uns sur les autres. Le clip dura exactement 42 secondes. Il était granuleux, l'audio légèrement distordu par l'écho de la salle d'admission, mais l'image était unmistakable. Un homme brisé et imposant se tenant contre le monde et un berger blanc tremblant de peur, s'avançant pour devenir son bouclier. Jennifer Tate n'avait pas juste déposé un rapport, elle avait diffusé un battement de cœur. Au moment où Marcus se réveilla le lendemain matin, recroquevillé sur son lit de camp à côté de la caisse de Fantôme, le monde avait bougé sur son axe. Il ne le savait pas encore. Il savait juste que le téléphone sonnait et sonnait et sonnait. Sarah y répondit. Puis elle répondit à la deuxième ligne, puis à la troisième. Quand Marcus finalement entra dans le bureau de devant, frottant le sommeil de ses yeux, il trouva Sarah assise sur le sol. Elle était entourée de papiers, pas de factures cette fois.